Clisson. Petite ville à 30 minutes à peu près de route au sud-est de Nantes. On parle d'environ 7500 personnes qui habitent là. Hein, je me trompe pas dans mes chiffres, je dis les mêmes chiffres que d'habitude. C'est le même chiffre que d'habitude. On est dans la Loire-Atlantique. Parfait, ça on l'a. Et c'est une municipalité qui a endossé complètement le festival de musique rock qui a décidé de s'installer là. Et la preuve, c'est que quand on va au Hellfest, il faut absolument aller chez Leclerc. Leclerc, c'est l'épicier du coin. Mais là, l'épicier du coin, là, c'est pas une petite épicerie de rien du tout. Là. C'est le Provigo, là, ou le Maxi, whatever. C'est un gros supermarché. Et non seulement ils endossent en commandite, en aide avec la bouffe, avec la glace ou peu importe, mais également, ils font le off, si je me souviens bien. Donc, il y a un festival avant le Hellfest de 2 ou 3 jours, 40 bandes, 2 scènes dans le parking. Il y a de la musique heavy dans le magasin tout le temps. Et il y a des spécialités pour les campeurs qui sont là, qui sont présentées, des tonnes de bière ici et ça. Donc, ça prouve... IGA, Provigo, le défi est lancé. Totalement. Fait que moi, j'ai hâte de voir ça parce que cette année, on va y aller. Oui, cette monsieur. année, on va au Hellfest. Bienvenue aux portes de l'Hellfest. Donc, on s'en va à 5500 km de chez nous pour participer à un gros festival rock. Et je l'ai mentionné à quelques reprises, j'ai été faire un tour à quelques festivals rock, dont un que j'ai adoré, le Rockfest, ici à Montebello, qui a été pendant plusieurs années le plus gros festival rock au Canada et un des plus importants en Amérique du Nord. Même que, je l'ai mentionné dans le premier épisode, le Hellfest, à un moment donné, l'organisation regardait le succès du Rockfest. Fait que, comme la programmation du Hellfest est extraordinaire cette année, je me suis dit, il n'y a personne de mieux placé qu'Alex Martel, qui est avec nous aujourd'hui, l'organisateur, le créateur du Rockfest de Montebello, pour nous parler programmation. Salut Alex. Salut. Vraiment, merci de me recevoir. Je suis vraiment super content de te recevoir. L'histoire rapidement du Rockfest du début ressemble un petit peu à l'histoire du Hellfest, c'est-à-dire que Ben Barbeau, l'organisateur du Hellfest, avait envie que son band joue devant du monde. Fait qu'il s'est parti à un festival. Bon, ça s'appelait le Fury Fest, puis ensuite, ça l'a changé, ça s'appelle le Hellfest, mais ça a commencé un peu la même façon que toi, tu avais lancé le Rockfest. Si je ne me trompe pas, le premier festival que tu as organisé, c'était surtout pour que ton band puisse jouer, right? Ouais, ben c'était une des raisons, là. En fait, tu sais, à cette époque-là, on commençait, tu sais, c'était pourri. On n'avait aucune idée de ce qu'on faisait, puis fait qu'évidemment, il n'y avait aucun promoteur qui voulait nous booker nulle part. Puis je me suis dit, je vais juste partir mon propre festival. Donc, c'est ça, avec mon groupe, on a ouvert la première édition du premier Rockfest. Puis ça a parti de là, puis c'est devenu ce qu'on sait maintenant. Là. Ben oui, ben c'est ça. En fait, t'avais quoi dans le premier festival? Peut-être une dizaine de bandes? Moins que ça, on avait 3 bandes la première édition. OK. Ouais, ça, c'était Deadly Apples, Yuko, qui est un groupe punk du coin, puis Grimmskunk, qui était la tête d'affiche. Donc, c'est ça a vraiment parti de rien. Je l'ai raconté souvent, tu sais, c'est mon père avec mon oncle qui ont bâti une scène en 2x4 carrément. Ben oui. Je pense que c'était de la clôture à neige qui avait été utilisée pour délimiter le terrain. Ça a failli être annulé puisqu'il y avait eu la fameuse tornade cette année-là qui avait tout détruit le site une couple d'heures avant les spectacles. Fait que on a réussi miraculeusement à sauver le show puis à faire en sorte que ça puisse avoir lieu. Fait que ouais, c'est quand même c'est devenu une édition mythique même si c'était relativement petit. Ouais, totalement. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 17 ans la première édition. Et écoute, à 17 ans, c'est là que j'ai organisé mon festival métal à Boucherville avec Grimmskunk aussi. Fait que, mais bon, c'est... T'étais un compétiteur à l'époque. Ben c'est ça, tu sais, Boucherville contre Montebello. Mais oui, mais là, tu sais, si on compare avec la dernière édition du Rockfest,
4, 5 scènes. 2 grosses principales, là, on parle de major, avec des bands de renommée mondiale. C'est quand même une grosse différence à planifier. Tu n'étais plus juste avec ton père puis ton oncle, là, rendu à la fin. Là. Non, c'est sûr, c'est devenu monstrueux, je dirais. Là. Puis même maintenant, j'y repense, puis je me dis, ça n'a comme aucun sens à quel point c'est devenu gros. J'avais des gros rêves de fou dès le départ, puis j'avais beaucoup d'ambition, même si je suis quelqu'un d'assez réservé dans la vie, puis j'avais une certaine drive pour faire en sorte, je voulais vraiment créer quelque chose qui allait faire triper le monde, puis je le faisais aussi pour moi dans un sens en étant un fan de musique à la base. Quand j'étais jeune, j'ai eu la chance que mes parents m'amènent à différents spectacles, différents festivals un peu partout. J'étais allé aux États-Unis voir le Ozfest à l'époque. Puis ça m'avait quand même marqué. Puis je m'étais dit, ce serait vraiment malade de partir quelque chose comme ça dans mon village natal. Fait que c'est juste fou au fil des années. La quantité de bandes que j'écoutais quand j'étais jeune qui sont venus jouer littéralement dans ma cour chez nous à Montebello. Fait que, je l'ai souvent dit au fil des années, c'était vraiment ça la paye pour moi. C'était juste fou comme feeling. Plus de voir mon petit village être complètement transformé, puis avec des... Je pense que, en tout cas, peut-être que je suis en train de divaguer, là, mais mon point, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui tripe sur la musique metal, punk, etc., que c'est un peu des outsiders, ou du monde qui sont tout le temps un peu sentis qui ne fitaient pas, si on veut. Puis cette musique-là fait en sorte que, justement, tu te sens pas seul, puis je pense que ça veut dire quelque chose pour beaucoup de monde. C'est un peu comme ça pour moi aussi quand j'étais jeune, dans le fond. Fait que de regrouper toutes les fuckés, si on veut, qui trippent punk, metal, etc., au même endroit qui était dans mon village natal, finalement. Juste ça aussi, c'était comme ma paye, dans le fond, à chaque année de voir ça. Là. Mais, ton village natal, moi, ce qui me fascine, c'est que ton village natal est embarqué dans le projet. Je parlais de mon festival métal à Boucherville. Boucherville avait voté une loi pour interdire les événements métal dans la ville. Là. Puis nous, monter le festival, faire les 2 spectacles qu'on organisait, c'était comme dans Footloose pour organiser un truc de danse. Il fallait qu'on aille se battre au conseil de ville, puis tatati, puis ils nous ont mis tous les bâtons dans les roues imaginables. Mais ton expérience à Montebello, c'était pas ça. Là. Ça n'a pas été facile, je veux dire. Ça dépend des moments, mais je peux te dire qu'on a vécu probablement toutes les situations imaginables. Là. Puis là, je parle juste de dealer avec la municipalité. Je pense que ce qui a peut-être aidé dans les débuts, c'est que justement, c'était tellement petit au début. C'était allé de façon graduelle en montant. Tandis que si on était débarqué en disant hey, il va y avoir X nombre de dizaines de milliers de personnes demain matin, mais probablement que ça aurait fait peur. Là. Fait que c'est comme si on s'est un peu faufilé en douce, si on veut, puis il y a eu de l'opposition, je dirais, quand ça a vraiment commencé à devenir gros, mais c'était minoritaire, puis je pense que la population... il y a peut-être un clash au début, là, je me souviens des fermiers au village qui nous disaient « Hey, il y en avait qui avaient les cheveux verts dans les airs. » Puis, comme... C'était juste un clash parce qu'ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Là, mais je pense qu'ils ont vu au fil du temps que c'est du bon monde, les festivaliers. Puis c'est pas parce que tu écoutes du punk ou du métal que je pense que ces vieux préjugés-là des années 80 ou je sais pas quoi, ça n'existe plus vraiment. Puis aussi, c'est que la population, il faut pas se le cacher. Là, je veux dire, ils se faisaient beaucoup de sous. Grâce à ça, puis il y en a beaucoup même qui me disaient qu'ils étaient capables de payer leurs taxes municipales et bien plus juste en accueillant les festivaliers chez eux. J'ai dormi chez Pierre. Et Pierre, il n'y a pas un grand terrain, mais il y avait au moins, écoute, 1, 2, 3, il devait avoir 8 ou 9 tentes sur son terrain. Mais écoute, 8 à 9 tentes à 100$ la soirée, tu payes tes taxes municipales assez rapidement, là, parce que les gens sont là 3 nuits.
Vendredi, ils arrivent jeudi dans la nuit, vendredi la nuit, samedi la nuit, dimanche, dernier jour du festival, ils s'en vont. Peut-être qu'il reste une 4e journée, je ne sais pas. Mais quand même, c'est sûr que pour eux c'était rentable. Puis ça, c'est quelque chose qui était vraiment le fun, effectivement, le village. Se promener dans le village pendant la journée, de rencontrer les gens, c'est vrai que c'était vraiment extraordinaire. Je veux vraiment aller... Je ne vais pas nécessairement parler... Oui, j'aime ça parler du Rockfest, j'en parlerai longtemps avec toi parce que ça a été les 4 fois où j'y étais, là, ça a été marquant, ça a été super le fun. Malgré que j'ai vécu mon pire spectacle à vie au Rockfest, c'est le band de Jack Black, dont j'oublie le nom présentement. Tenacious D. Tenacious D. Et là, moi, il y a un gag avec les gens qui venaient avec moi, c'est tiens mes lunettes, tiens ma casquette, puis je m'en vais dans le mosh pit. Moi, quand on est allé, il y avait un NoFX qui était là, je suis sorti du mosh pit, les genoux en sang. Le gars, il a 45 ans, mais il sort de là, les genoux en sang, défaite. Et là, je suis à Tenacious D avec un de mes chums, puis on s'installe, on est vers l'avant de la scène, on est très contents. Mais il y avait une drôle de vibe. Puis, à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. La foule a capoté. Je pensais que j'allais mourir dans la foule. Je suis sorti par le milieu. Les gars de sécurité m'ont aidé à sortir. Puis, j'étais pendant un NoFX dans le mosh pit sans crainte. Mais à Tenacious D, il s'est passé quelque chose de bizarre. Puis après ça, on a marché évidemment pour sortir parce que tu suis la file. Puis il y avait une drôle d'ambiance pendant Tenacious D, puis on était là toute la journée, là, fait que on l'a pas vécu toute la journée, cette ambiance-là, mais il s'est passé quelque chose de spécial. Bon, je veux aller dans le vif du sujet parce qu'on pourrait jaser pendant des heures et des heures. T'es parti de 3 petits bands, t'as fini par booker certains des plus gros bands de la planète. Comment on fait, quand on est un organisateur, pour monter une programmation comme celle que le Hellfest va monter cette année? 7 soirs, écoute, Metallica va être là, Nine Inch Nails va être là, Scorpions va être là, Sepultura, on en parlait tantôt. La joke que les gens faisaient, ce serait plus court de nommer les bands qui ne seront pas au Hellfest. Cette année, totalement. Non, Moi, en plus, mon band préféré va être là, de tous les temps, Blind Guardian va être là. Encore une petite anecdote. Il y a une année, tu avais fait un genre de stream où tu disais « Quelle band vous voulez qu'on invite au Rockfest? » Et j'ai passé 1h15 à Blind Guardian, Enter, Blind Guardian, Enter, Blind Guardian, Enter. Puis finalement, on les a jamais eus. Non! J'ai beaucoup de poids. Donc, on part ça comment? Est-ce que on va se faire une liste? Voici les bands qu'on aimerait voir, ou bien on reçoit une liste des bands qui vont être en tournée pendant l'été, puis on dit OK, on va essayer de piger là-dedans. Comment ça marche? Je te dirais que ça dépend des festivals, évidemment. Là. Il y a beaucoup de festivals que, justement, ils font juste regarder avec les agences, bon, lesquelles de vos bands sont en tournée. Fait que ça, c'est la façon la plus facile, je dirais, de le faire. Mais évidemment, je me cassais la tête plus que les autres parce que je voulais tellement faire le festival ultime, là, ou du moins j'essayais. Fait que je me basais vraiment sur les demandes des festivaliers. Je pense que on faisait tout le temps des posts pour justement demander aux gens quelle band ils voulaient voir, puis on se faisait même des statistiques, puis dans les différents styles de musique, puis tout ça. Fait que même si un band n'était pas nécessairement en tournée ou qu'il allait passer dans ce coin-là, je m'arrangeais pour faire des pieds et des mains pour aller le chercher. Puis vu que justement, on était en même temps souvent que... en fait, on était toujours en même temps que les gros festivals européens, comme le Hellfest, entre autres. C'était rare qu'il y avait des bands qui passaient en tournée par Montebello, ou du moins même en Amérique du Nord tout court. Fait que il y avait beaucoup de bands qui venaient juste en fly-in, c'est-à-dire qu'ils arrivaient en avion, ils faisaient juste le Rockfest, ils retournaient chez eux en avion. Fait que ça faisait pas partie nécessairement d'une tournée qui était en tour bus puis tout ça. Fait que ça faisait en sorte que c'était beaucoup plus complexe à faire que... puis je ne veux pas non plus minimiser le travail de d'autres festivals, mais les festivals qu'on voit à l'été qui ramassent dans le fond les bands et qui passent déjà en tournée. Fait que ça a été quand même compliqué. Fait que oui, j'essayais toujours d'aller chercher ce que les fans demandaient, mais évidemment, ça dépendait des disponibilités puis de 1000 facteurs. Mais c'était toujours une question de disponibilité principalement, je dirais.
à savoir si ça marchait ou pas. Fait que là, est-ce que la première étape pour l'organisation, mettons, on fait une liste de bandes, comme toi tu fais, puis c'est est-ce que ça vous tente? Êtes-vous disponible? Ou bien, quelle est la première étape là, après ça, là, une fois que... Ben, c'est de contacter les agents, dans le fond. Puis, tu sais, c'est sûr qu'au fil des années, c'est carrément eux qui nous écrivaient pour offrir justement les bandes qui seraient potentiellement disponibles. Fait que puis ça, c'est quand même cool. Là. Puis je pense que c'est un moment important, je dirais, pour la plupart des festivals, quand c'est rendu que c'est les agences qui pitchent des bandes au lieu d'être le festival qui court après les agences pour essayer de les convaincre. Puis ça, c'est parce que justement, les bandes, ils venaient à Montebello, ils tripaient sur le festival, sur l'ambiance. Puis fait que je pense que c'était tous ces facteurs-là qui faisaient en sorte que justement, ils venaient plus vers nous plutôt que l'inverse. Puis après ça, ben, c'est de voir évidemment si ça nous intéresse ou pas. Puis ça, c'était basé, comme je disais, sur ce que les fans veulent puis ce qu'ils nous demandent. Tu sais, il y a booker le band, mais ensuite, il y a accueillir le band aussi. Puis ça veut dire quoi, quand on est organisateur, d'accueillir les bands? C'est-à-dire, OK, ils arrivent avec les roadies et compagnie. C'est quoi? Est-ce que l'équipement, c'est votre équipement sur les différentes scènes ou c'est chaque band apporte... les gros bands peuvent apporter leur propre équipement? Comment ça fonctionne? Je dirais que c'est du cas par cas. Ça dépendait des négociations qu'on avait justement avec les agences. Il y en avait que c'était un cachet puis il n'y avait rien d'autre de plus de fourni, si on veut. Fait que c'était eux autres mêmes, avec l'argent du cachet, qui s'organisaient pour booker les vols d'avion ou booker, apporter leur propre équipement, puis tout ça. Mais d'autres fois, dans d'autres négociations, au lieu d'être un plus gros cachet, ben, le cachet est un peu moins élevé, mais c'était nous qui s'occupions de leur fournir leur équipement, là, le backline, ou fournir des vols d'avion, puis tout ça. Fait que c'était vraiment du cas par cas, je dirais. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'on essayait de les accueillir le mieux possible. Évidemment avec les limitations d'un festival, là, comparativement à exemple un band qui joue un soir au Centre Bell, ben, il y a juste cette band-là puis peut-être les 2-3 premières parties, tandis que quand il y a 130 bandes, ben, c'est sûr que tu peux pas offrir ce qu'il y aurait à chacun dans un spectacle normal, si on veut. Mais je pense que les bands vivaient quand même une belle expérience là, pendant plusieurs années. À part le roadie de Dee Snider, à part ça, ouais, je pense qu'il y a eu du fun. J'ai eu une pensée pour lui, là, puis je pense qu'il s'est pas remis encore du fait qu'il n'y avait pas assez de chips dans la loge. Oh, lui. Mais... il y a eu un post, Ah oui, puis tu lis le post, c'est de la merde, ça n'a pas de maudit sens. Là. Et tu sais, c'est signé Dee Snider, puis c'est une couple de jours après, ou une semaine après, ben, là, puis pas, lui dit non, c'est pas moi qui ai mis ça là, c'est mon roadie qui a écrit ça. Ouais, puis des Snyder, on l'avait rebooké l'année d'après. Oui, on a fait des photos avec en joke qui faisait semblant de m'étrangler. Puis, fait que c'était. Mais tu sais, l'expérience était quand même cool. Puis ce qu'on faisait, puis ça, il y a peut-être pas beaucoup de monde qui le savent nécessairement, mais au Château Montebello, qui est un hôtel Fairmont, le plus gros bâtiment de boiron au monde, pour ceux qui sont pas familiers. C'est comme notre château de la Loire, mais ici dans l'Outaouais. Moins d'Italie autour. Ouais. Fait que, tout ça pour dire que c'était là qu'on faisait les loges puis l'arrière-scène pour les artistes. En tout cas, on l'a fait pendant plusieurs années. Fait que t'es vraiment dans une ambiance, c'est vraiment un endroit qui est enchanteur, sur le bord de la rivière, puis tout ça. Puis les groupes embarquaient sur des bateaux qui faisaient la navette entre la marina du Château Montebello et la marina de Montebello où le festival se tenait. Fait que c'était vraiment une expérience de fou. Il y a plein de bandes qui se prennent en photo sur le bateau, on a boat, on our way to the stage. Je me souviens d'avoir vu Blink-182 faire ça, Deftones, qui d'autres, Rob Zombie, Snoop Dogg, je pense, qui s'était pris en photo aussi en faisant ça. Fait que bref, c'était quand même une expérience assez unique. Puis je pense que ça fait partie des éléments qui font en sorte que les bandes ils tripaient. Mais ceci étant dit, puis vu qu'on parle du Hellfest, c'est clair que le Hellfest, c'est une coche ou même 10 coches de plus que ce que le Rockfest pouvait offrir.
Mais ils font face aux mêmes problématiques. C'est-à-dire, tu peux inviter un band, ça ne tente pas de venir. Tu peux inviter un band en disant, ben nous, notre budget, c'est un budget. Notre budget pour toi, c'est X. Puis si le band dit non, moi, je veux X plus 100 000, ça se peut que tu fasses, ben non, je peux pas. Ça, c'était ma prochaine question. Est-ce que quand tu commences à contacter les bands, tu dis, voici, ça, c'est mon budget annuel. Voici, ça, c'est mon budget pour mes bands. Fait que je dis n'importe quoi. Donc, tu as un budget X, tu appelles ton premier band, mettons, on va y aller avec Metallica, puis qui dit, ben moi, je vais prendre quasiment l'équivalent de 50% de ton budget. Tu le bookes-tu parce que c'est Metallica? Ou bien tu fais, non, je préfère booker 4 autres bands qui vont me coûter moins cher, mais qui n'ont pas la même notoriété? Je dirais que c'était du cas par cas, là. Puis des fois, il y a eu des décisions déchirantes à prendre, là. Comme, je me souviens d'une année que j'aurais pu confirmer Slipknot, puis c'était un des bands que je voulais le plus, qui nous était le plus demandé. Mais le montant qu'ils voulaient, puis considérant qu'ils étaient venus à Montréal l'année juste avant, puis tout ça, je me souviens que ça avait été une décision difficile, mais je m'étais dit, regarde, on va juste se tirer dans le pied si on les fait venir à ce prix-là, tu sais. Fait que ça, c'est un exemple, là. Mais je disais que plus souvent qu'autrement, justement, j'ai probablement été un peu trop généreux dans les offres. Mais c'est ça, tu sais, je m'entêtais, tu sais, je veux absolument avoir telle band. Des fois, tu sais, j'essayais souvent de faire des réunions de band, puis tu sais, ma préoccupation, c'était toujours d'essayer de faire le line-up ultime pour ce style de musique-là. Puis en même temps d'offrir l'expérience de fou qui était bon, tout le côté ambiance dans le village puis tout ça, fait que mais c'est ça, pour revenir à la programmation, c'était souvent des choix difficiles, je te dirais, puis des fois des fois on finissait par, tu sais, c'est tout le temps la question du ratio entre le prix qu'on paye, le cachet versus le nombre de personnes qui vont attirer, le nombre de billets que l'artiste va faire vendre. Fait que des fois, on avait des artistes qui attiraient beaucoup de monde, mais on payait la totale, fait que ça valait-tu réellement la peine en bout de ligne? Versus, c'est juste un exemple qui vient à l'esprit, qu'on avait fait Limp Bizkit une année, on avait payé, c'était quand même un bon montant, mais pour le prix qu'on payait puis la foule qu'ils ont attiré, quand c'était une fraction, exemple, d'un autre groupe que lui, on payait 10 fois plus cher, puis qui ont attiré à peu près la même quantité de monde. Fait que, bref, c'est vraiment du cas par cas. Évidemment, quand on regarde les dernières versions du Rockfest, c'était rendu immense et tout. Puis là, il y avait le support de la ville qui était clair. Mais bon, tu parlais des premières années, mais quelqu'un qui voudrait lancer son propre festival quelque part, qui voudrait essayer quelque chose, ça serait quoi les conseils que tu pourrais lui donner sur qu'est-ce qu'il a besoin, ce à quoi il doit penser pour pouvoir organiser ses premières éditions? Écoute, la réponse plate que je donne tout le temps quand on me pose cette question-là, c'est faites quelque chose d'autre. Faut que t'aies 17 ans, puis aucune idée dans quoi tu t'embarques. Ouais, ça c'était ma situation, mais tu sais, pour vrai, c'est tellement un milieu qui est difficile, il y a tellement 1 million de défis, puis en plus avec la pandémie, puis bon, même si on enlève les restrictions, si un membre d'un band attrape la COVID, ben là, ils doivent s'isoler puis annuler les dates pour les X nombre de prochains jours. Dans un monde post-pandémie, là. Je sais pas si ça va arriver, mais c'est ça, tu sais, je pense qu'il faut... Comment je pourrais dire? Il faut que les planètes soient alignées pour que ça fonctionne, tu sais. C'est pas quelque chose que tu peux apprendre en faisant un cours quelconque pour comment devenir promoteur ou peu importe. Fait que je pense que c'est vraiment... Ouais, c'est ma même réponse plate de, tu sais. Mais ça doit prendre un talent vraiment... de négociateur en tabarouette, par exemple. Ouais, puis il faut être capable d'en prendre, tu sais. C'est un milieu, tu sais, comment je pourrais dire, tu sais, des fois je lis des articles ou des trucs sur, tu sais, les conditions de travail à tel ou tel endroit. Puis à chaque fois, je me dis, comment que ce monde-là, ces gens-là, c'est sûrement légitime, c'est ce qu'ils mentionnent, mais ils ne survivraient pas une journée dans l'industrie de la musique. Tu sais. Je veux dire, des promoteurs que ça fait 40 ans qu'ils font ça, puis qui se font encore
crié après à tue-tête au téléphone par les agents qui sont pas contents que le nom du band n'est pas placé à la bonne place ou qu'ils veulent un plus haut cachet. C'est quand même un milieu qui est très, très, très dur. C'est important, là, l'endroit où le nom, où tu vas être placé sur l'affiche. Là. La grosseur de caractère sur l'affiche, c'est important. Tu négocies ça aussi? Ah oui, c'est une des plus grosses négociations. Mais voyons, à part le cachet. Ouais. Ah ouais, je me suis fait menacer de me faire arrêter ma carrière. Puis, tu sais, je pense que pas mal tous les promoteurs à ce niveau-là ont eu des appels pas le fun comme ça avec les agences. Wow. Puis, tu sais, tu veux faire plaisir à un pour éteindre un feu, mais là, après ça, l'autre, il pète sa coche. C'est ça, fait que c'est vraiment... Parce que pour les bandes, tu sais, il y a énormément d'ego là-dedans. Puis, plus ils sont sur l'affiche, plus, selon eux, aux yeux du public, ils sont rendus big. Et donc, ils peuvent demander des plus gros cachets par la suite aux autres festivals. Moi, j'ai déjà vu une liste qui disait combien ça coûtait pour avoir tel artiste chez toi. Par exemple, Madonna, si tu veux un spectacle privé, c'est 1 million. Ce genre. Est-ce que toi, t'avais déjà une idée du coût en partant? Bon, je veux avoir Slipknot, tu disais tantôt, tu sais dès le départ que ça coûte un montant X. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe ou bien non, tu l'appelles puis là il dit aujourd'hui ça coûte 30 000, mais hier, si tu m'avais appelé hier, ça aurait coûté 28. Là. Je vais te faire un discount. Probablement, il faudrait ajouter une coupe de zéro, mais tu sais, de façon générale, je te dirais que c'est un mix de différents facteurs. Premièrement, à la base, un cachet de festival, c'est généralement plus élevé que ce qu'il ferait dans un spectacle en salle. La deuxième des choses, c'est que ça dépend du marché. Il y a des bands qui sont plus connus dans certains marchés que d'autres. Les agents, ils savent qu'il y a beaucoup de subventions au Canada puis au Québec. Fait qu'ils jouent là-dessus pour aller chercher des plus gros cachets qu'ils iraient chercher peut-être à d'autres endroits. Est-ce que la notoriété du festival va faire que peut-être ils vont être un peu moins gourmands? C'est l'inverse. Plus que le festival a de notoriété, plus qu'ils vont charger la totale. Fait que aussitôt qu'ils pensent qu'un promoteur commence à faire un peu d'argent, ils vont essayer de presser le citron. C'est vraiment... Fait que toi, par exemple, si tu as booké, là, je dis encore un nom au hasard, mettons que tu bookes Korn au moment où le Rockfest, c'est pas très gros, c'est 10 000 personnes par jour pendant 3 jours, ils vont probablement t'avoir coûté moins cher que quand tu les as bookés puis que tu avais 50 000 personnes devant la scène. Oui, c'est sûr. Puis ça dépend aussi, je dirais, si un band est en tournée déjà puis qu'il peut facilement ajouter l'événement dans le cadre de son itinéraire, ben là, c'est sûr, tu as une plus grande marge de négociation versus si c'est un one-off, un fly-in qui viennent juste faire l'événement puis quitter après. C'est-tu toi qui faisais les négos ou bien t'avais embauché un avocat qui le faisait pour toi? Non, mais c'était moi. Puis tu sais, je te disais que les promoteurs se parlent beaucoup entre eux aussi, tu sais. Fait qu'au début, ben, tu sais, je parlais à d'autres promoteurs pour le savoir. Puis on a accès à des données aussi, comme, tu sais, il y a des organisations pour l'industrie où on peut avoir accès justement à combien de billets que tel artiste a vendu, combien qu'ils ont fait sur tel spectacle. Okay. On n'a pas les données pour toutes partout, mais c'est quand même un bon indicateur. Puis c'est ça, tu sais, de savoir, OK, ben la dernière fois, si on jouait, je sais pas moi, tu sais, au festival d'été ou peu importe quel festival fictif, ben de savoir, OK, ils ont été payés tant à ce moment-là, mais dans ces eaux-là, ça devrait avoir du sens. C'est sûr que de voir aussi combien de billets qu'ils ont vendus dans leur dernier spectacle à Montréal ou à Québec ou peu importe. Ça peut nous donner une bonne idée de combien de personnes qui sont capables d'attirer dans notre marché ici. Fait que je dirais que c'est vraiment un mix de l'ensemble de ces facteurs-là. Mais les cachets ont vraiment augmenté en fou, je dirais, dans les 10 dernières années par rapport à ce qu'on payait avant. Puis une des raisons évidentes, c'est la chute de l'industrie du disque. Oui. Fait que crois-moi qu'ils se reprennent avec les spectacles. Il y a bien des gens qui ne comprennent pas pourquoi
Ils ont été voir un spectacle en 1980, ça lui coûtait 8 piastres pour aller voir un spectacle, puis qu'aujourd'hui, ça coûte 125 piastres pour être dans le pit. Ouais, c'est juste ça, ils font plus d'argent dans les disques. C'est pas juste les frais d'administration de Ticketmaster? Entre autres, les 4 niveaux de frais d'administration. Mais attends, Eric, moi j'ai une question, parce que là, on parle de cachet, c'est très bien, mais organiser un festival, bon, c'est inviter des bands, effectivement, mais là, t'as un gros paquet de staff, t'as un gros paquet d'équipements, tu sais, bon, monter les scènes, tout le stock de son, j'imagine les lumières aussi, surtout en soirée, toute la sécurité, donc les clôtures, toilettes et compagnie. Mais avec Alex, on parle plus de toilettes, c'est fini, on peut pas parler. Oui. Pour ceux qui étaient là, ils comprennent. Il y a eu ceux qui ont survécu l'édition 2013. Oui. Mais en termes de budget global, le cachet des bands, c'est quoi? C'est la moitié? C'est 80%? Ça représente quoi, grosso modo? Ça dépend des festivals. Là. Puis je te dirais qu'à tort ou à raison pour le Rockfest, pour moi, ce qui était le plus important, c'est la programmation. Puis probablement qu'on aurait dû mettre plus de budget des fois justement sur les toilettes ou d'autres choses comme ça. Mais je sais, comme là on parle du Hellfest, un des éléments qui les distingue vraiment, puis les gens parlent beaucoup, c'est les décors, puis toutes les installations de fous qu'ils ont là-bas. Ouais, c'est ça. Ça reste bien différent dans ton organisation si ton site est permanent. Non, c'est sûr. Fait que nous autres, je dirais que la réflexion derrière ça, c'était les gens, ils veulent juste voir les bands, puis ils veulent triper sur l'expérience Montebello, qui c'était un peu comme le party, la débauche, que tout le monde fait juste triper, puis que c'est un zoo dans le fond. Je me disais, je pense que le monde, tant qu'à mettre 1 million sur des décors, je pense qu'en bout de ligne, le monde va aimer mieux que je mette ce million-là sur la programmation, puis j'aille chercher un autre gros band ou une couple d'autres moyens bands. Fait que c'est ça, c'était un peu ça les choix qu'on a fait, mais c'est différent d'un festival à l'autre. Le Hellfest, lui, s'il met le million, ben il est là l'année d'après, puis l'autre année d'après, puis l'autre année d'après. Toi, si tu mets 1 million sur de la déco dans un festival qui est temporaire, que tout disparaît après, ben tu l'as complètement brûlé. Là. C'est vraiment des décisions qui sont différentes. Fait que toi, c'était quoi à peu près? D'après toi, là, pour l'organisation du Hellfest dit que cette année, eux, ça va leur coûter 26 millions d'euros cette année. Ouais, c'est complètement fou. C'est fou, là. C'est un budget épouvantable. Ouais, d'après toi, là, le line-up qu'ils ont 7 jours, c'est quoi? C'est peut-être 50% de leur budget, c'est les artistes? 80%? Et écoute, je suis pas certain. J'ai pas vu leur budget, je sais pas combien ils payent tous leurs artistes. Là. Mais c'est sûr que c'est clairement une grosse proportion du budget. Ouais. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Là. J'avais une dernière question, puis elle vient de m'échapper. Elle vient de m'échapper. C'est pas grave. Je pense qu'on en sait beaucoup plus sur comment on peut programmer. Ah, je viens de la retrouver. Aïe. Les deuxièmes scènes. Booker les gros noms, je pense que ça doit être assez facile parce que la plupart des festivaliers ont dû te dire, ben moi, j'aimerais voir les gros noms du rock. Il y a un moment donné, par contre, tu avais des scènes alternatives. Dans le même cas, le Hellfest, c'est la même chose. Il y a des scènes alternatives. Il y a des bands qui sont beaucoup moins connus. Ceux-là, est-ce que tu les prends au hasard ou bien tu vas choisir pour que ça donne un type de son en particulier? Je dirais que toutes les bandes de A à Z, on se fiait sur ce que les festivaliers demandaient. Autant, comme si je donne un exemple, on avait 2 scènes, Tony Sly, c'était des scènes un peu plus axées sur le punk rock puis le hardcore. Des bandes un peu plus underground, mais qui sont rares, qui viennent pas souvent ou qui sont jamais venus au Canada, ou des réunions, des trucs comme ça. Qu'on sait que c'est pas ça qui va attirer les grandes foules, mais qu'il y a du monde qui vont capoter et dire voyons donc voir qu'ils sont allés ramasser cette bande-là qui était quasiment oubliée, ou peu importe. Fait
je faisais en sorte que si t'es juste un fan de hardcore ou juste un fan de punk rock un peu plus underground, mettons, puis tu t'en fous des grosses têtes d'affiches, ben que tu peux carrément passer la fin de semaine au complet à ces plus petites scènes-là, puis que tu vas être loadé toute la fin de semaine juste avec ces artistes-là. Fait que c'était un peu ça l'idée. Puis si je peux juste me permettre d'ajouter un point important, je pense que j'ai pas mentionné, c'est que je pense qu'il faut garder en tête que les festivals en Europe, c'est juste incomparable à ce qui peut être fait au Québec ou au Canada, ou même, je dirais, à la limite aux États-Unis, mais surtout au Canada plus. En Europe, premièrement, il y a la population. Il y a beaucoup d'endroits qui sont pas trop loin avec des grandes populations. Puis tout le monde peut prendre le train puis se rendre facilement. Là. Ben oui. C'est ça. Fait que il y a beaucoup plus de monde que ce qu'il y a au Québec, on s'entend. Puis aussi, c'est qu'il y a beaucoup de festivals. Il y a vraiment un circuit de festivals, fait que c'est plus facile pour eux autres d'aller chercher des artistes qui font carrément la tournée de ces festivals-là. Puis il y a une culture de festival qui est implantée là depuis tellement longtemps que les gens là-bas, je pense, sont beaucoup plus prêts à payer le gros prix pour les billets de festival. Puis je dis le gros prix, dans le fond, c'est rien pour comme ce qu'ils ont en retour. Mais ici, on dirait qu'il y a comme... Je sais pas comment le dire, mais les gens sont pas autant prêts à payer ici au Québec pour... le Rockfest, en fait, au Québec, il y a un petit peu aussi une tradition avec, je sais pas, Francophonie, Festival de jazz, que les festivals, c'est gratuit. Moi, je me rappelle la première fois à Ottawa, on a le Blues Fest. Fait que là, il y avait Iron Maiden au Blues Fest. Je me pointe là-bas, puis là, il est où ton billet? Mais c'est le Blues Fest d'Ottawa, c'est pas gratis. Puis là, mais non, il faut que 70$. Mais là, j'avais pas de ça, ça a été mon expérience parce que en tant que Montréalais, pour moi, un festival, c'était gratis. Ben, tu vois, moi, le Festival d'été de Québec, c'était gratuit. Puis au moment où ils se sont mis à nous charger pour pouvoir rentrer, je sais pas si je vais encore y aller. Pourtant, j'ai payé pour aller à ton festival. Mais oui, payer 600 €, la première fin de semaine, c'est 600 €. 600 € par fin de semaine. Faut que tu sois prêt à le débourser. Puis comme tu le dis, là-bas, il faut croire que oui, puisque les billets sont vendus, c'est sold out depuis 2019. Donc, l'édition 2023 sera vendue pendant l'édition 2022. Fait que, évidemment, les gens sont là. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes nos questions. Merci beaucoup. Alex Martel, membre fondateur du Rockfest, programmateur émérite, parce que les programmations étaient vraiment, vraiment cool. Avant de quitter, je veux dire merci au podcast Le Deuxième Étage et les gens du 5e Baron de nous accueillir, de nous prêter l'équipement, de nous prêter l'espace. C'est super le fun. Puis ils nous payent également la petite bière, super gentil. Le podcast Le Deuxième Étage, on vous parle de bière, donc je vous invite à aller l'écouter. Dans notre prochain épisode, on va parler du fait que le Québec sera sur la Main Stage 1 le premier dimanche du Hellfest cette année, avec nul autre que notre invité d'aujourd'hui, Alex, sera là. Donc, Alex, on te garde avec nous autres pour le prochain épisode où on va parler avec le chanteur des Deadly Apples. Je ne sais pas si vous les connaissez. Moi, je viens de les découvrir. C'est drôle à dire. Puis j'ai trouvé ça super bon. Fait qu'on parle avec un artiste qui sera au Hellfest dans le prochain épisode. Là-dessus, merci et à la prochaine aux portes de l'Hellfest.